En Afrique, au sud du Nigeria, la province du Biafra a fait sécession. Enfermés dans leur minuscule territoire par l'armée nigériane, les Biafrais, victimes d'un des tout premiers conflits pétroliers, sont décimés par la famine. C'est le choc pour ces médecins débutants qui vont devoir pratiquer une chirurgie de guerre dans des hôpitaux bombardés par l'armée nigériane. On a commencé à se dire, mais le monde n'est pas au courant de ce qui se passe ici, c'est dramatique. Bernard Kouchner était issu du journalisme médical. Et donc, il était très pour rentrer et puis alerter le monde. Max Récamier et Bernard Kouchner publient un article dans Le Monde. Ces Biafrais, comme ils se baptisent eux-mêmes bientôt, transgressent, pour la première fois, le devoir de silence inscrit dans la charte de la Croix-Rouge internationale. Ce sera l'acte fondateur d'un nouvel humanitaire, contestataire, que MSF incarnera plus tard. À l'origine, un appel de la revue médicale Tonus. Les journalistes Raymond Borel et Philippe Bernier cherchent des volontaires pour former une brigade de médecins qui irait au secours des victimes des grandes catastrophes. Les Biafrais, qui depuis de longs mois cherchent de leur côté à créer un groupe d'intervention d'urgence médicale, sautent sur l'occasion. Le 22 décembre 1972, Médecins sans frontières est officiellement créé. Nous sommes un peu plus de 300 pour le moment, médecins, infirmiers, membres du personnel paramédical. Et nous sommes créés en association auprès de médecins volontaires pour les besoins de l'urgence. Allez aux côtés des malades. Allez là où sont les malades. Ça paraît banal maintenant. Mais à l'époque, c'était complètement révolutionnaire. Les frontières arrêtaient tout ça. C'est pas un hasard si nous avons appelé ça Médecins sans frontières. L'affrontement armé entre les troupes vietnamiennes, appuyées par Moscou, et les Khmers rouges, soutenus par Pékin, provoque un déferlement de réfugiés à la frontière thaïlandaise et un nouveau défi pour MSF. Automne 1979, Médecins sans frontières est présent en Thaïlande depuis 3 ans. Une nouvelle vague de Cambodgiens qui cherchent refuge hors de leur pays parvient à la frontière khméro-thaïlandaise. 140 000 personnes, femmes et enfants pour la plupart, se répartissent ainsi au hasard dans un des 10 campements qui bordent la Thaïlande. Mais de l'autre côté de la frontière, 1 an après la chute du régime de Pol Pot, le peuple khmer reste encore plongé dans le silence, le secret et la mort. Une autre frontière, celle entre le Cambodge et la Thaïlande. 150 personnalités européennes et américaines entament aujourd'hui ce qu'ils appellent la marche pour la survie, une marche organisée par Médecins sans frontières. Ils souhaitent rentrer au Cambodge avec des camions chargés de vivres. Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière risquent d'un jour à l'autre d'être repoussés et d'être soumis au feu des militaires. Nous sommes ici aussi pour demander que soient préservées ces vies civiles et que soient préservées les vies des gens désarmés. Nous vous adjurons pour l'heure, soldats qui nous faites face, d'admettre sur le cambodgien ces camions de vivres, ces stocks de médicaments, ces équipes de médecins qui demandent le simple droit de porter assistance aux survivants d'une longue, trop longue tragédie. Assise à quelques mètres, notre délégation, représentante de millions et de millions de consciences bouleversées par ce qu'elles pressentent de la situation au-delà de cette frontière, attendra tout ce jour votre réponse et votre autorisation. L'Éthiopie, qui vit sous le joug d'une dictature communiste, est alors le théâtre d'une famine de masse. Le matin, c'était extrêmement difficile d'aller dans ce camp parce que on allait savoir le nombre de gens qui étaient morts dans la nuit. Et je me souviens très bien que c'est monté jusqu'à 100 personnes qui étaient mortes dans la nuit. Après une année de silence, l'opinion publique commence à s'émouvoir. Bon ben voilà, alors au nom de mes camarades et moi-même, je suis très heureux et très fier de vous remettre ce chèque de 10 millions de francs. Vous ferez attention à ne pas le paumer, s'il vous plaît, ou alors assez près de l'Éthiopie pour qu'il le trouve.
l'aide alimentaire arrive enfin. Mais au camp de Korem, les volontaires MSF se heurtent à des comportements incompréhensibles. Le gouvernement organise un vaste déplacement de population. Un programme dit de villagisation, en réalité forcée, qui entraîne la mort de dizaines de milliers de personnes. Pour les organisations humanitaires, le dilemme se pose en termes simples. Se taire, rester et limiter les dégâts, ou dénoncer et prendre le risque de devoir quitter le pays. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières est priée de quitter l'Éthiopie. Une polémique s'était rapidement engagée entre l'organisation et le gouvernement lorsque les autorités éthiopiennes ont entamé des transferts massifs de population du nord vers le sud du pays. De fait, l'organisation dénonce les conditions dans lesquelles sont parqués et ensuite déplacés des milliers d'Éthiopiens. Les transferts de population battaient leur plein, qu'ils étaient devenus la première cause de mortalité, que les organisations humanitaires étaient devenues des instruments au service de ce dispositif de déportation, et que nous, en tout cas, on n'était pas prêts à continuer à jouer le jeu de ces déportations. 15 jours plus tard, nous étions expulsés. Les Médecins sans frontières ne seront plus là dorénavant pour secourir les affamés d'Éthiopie, plus là non plus pour témoigner. Une équipe MSF se débat depuis des mois dans une guerre oubliée, à Mogadiscio, en Somalie. Le pays a implosé dans des combats sans loi. À 4h30, suivent les chars amphibies surgis de l'océan Indien, dont la progression n'est gênée que par quelques 200 journalistes de la presse internationale. Cette action humanitaire armée est saluée par le ministre Kouchner comme un fantastique pas en avant en direction du droit d'ingérence. Cette opération militaro-humanitaire ne fera qu'amplifier le chaos. Après avoir soutenu le général Haïdid, les marines américains se retournent contre son clan. Sa tête est mise à prix. La chasse à l'homme commence dans Mogadiscio. À mesure que le temps passe, les Nations Unies sont devenues, au départ ils étaient militaro-humanitaires, disons, ils sont devenus de moins en moins humanitaires et de plus en plus militaro, si j'ose dire, avec toujours, bien entendu, l'étiquette humanitaire. Et peu à peu, dans les représailles contre les troupes du général Haïdid, représailles compréhensibles, ils s'en sont pris de façon indifférenciée ou pratiquement indifférenciée à la population civile et également au siège d'organisations humanitaires, à un hôpital dans lequel il y avait des malades et des blessés. Et je veux dire qu'en ce moment, je me sens plus menacé par les hélicoptères, par les troupes de l'UNOSOM que par quoi que ce soit d'autre. C'est quand même un comble.
Au Rwanda, MSF va être confronté à l'impensable, un génocide en direct. Pour MSF, la communauté internationale doit assumer ses responsabilités politiques. Face au génocide, c'est une intervention armée destinée à neutraliser les tueurs qu'il faut déclencher. Quand on essayait de parler du Rwanda, les gens disaient, bon bah voilà, oui c'est vrai, c'est grave, il y a beaucoup d'innocents qui souffrent de la situation là-bas au Rwanda, envoyons l'humanitaire pour s'occuper d'eux. Et nous on disait, mais ces personnes, on les assassine. La seule position décente à avoir, c'était justement de rompre complètement avec la neutralité humanitaire et de dire qu'il fallait intervenir militairement contre les auteurs du génocide. MSF a fini par le faire. Pour la première fois ce matin à Paris, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières demande carrément une intervention armée. Il est logique d'appeler à ce qu'il y ait une force armée qui agisse là pour arrêter le massacre, parce que l'humanitaire ne peut rien faire dans ce domaine. Les regrets, c'est le Rwanda. Donc oui, les regrets, c'est le Rwanda. Le fait que on estime à 200 membres du personnel des MSF ont été massacrés parce qu'ils essayaient de faire leur travail. Le correspondant de la télévision bosniaque, Nino Katic, lance un dernier message par radio. Quelqu'un dans le monde pourrait-il venir voir la tragédie qui se déroule à Srebrenica? C'est un crime inouï. La population bosniaque est en train de périr. Qui est derrière tout ça? Akashi, Boutros Ghali ou qui d'autre? Pour Srebrenica, tout ça n'a plus aucun intérêt. Nino Katic mourra assassiné à Srebrenica. 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikoga praznika Sivdahija, Turcima osvetimo na ovom prostoru. En direct, alors que des centaines de personnes se faisaient massacrer, en direct, on nous expliquait que tout allait bien. C'est du révisionnisme en temps réel, c'est un mensonge absolument monstrueux que nous ne pouvons plus accepter, que nous ne pouvons plus tolérer dans la mesure où aucune relation de confiance n'est possible avec de tels faussaires. Et ce que nous demandons donc, c'est la démission immédiate de M. Akashi, car ce qui est en jeu maintenant, outre la survie du reste des habitants de cette poche et de la ville de Goražde, c'est le sort des autres zones dites de sécurité. À Srebrenica, le silence est retombé. 40 000 musulmans bosniaques ont été déportés, 7 415 ont été massacrés. On voudrait que les gens demandent à leurs représentants, à leurs gouvernants, d'arrêter de mentir. On voudrait qu'ils les interpellent, oui, quelque part, qu'ils leur disent, mais quel sens ça a les Nations Unies, les résolutions? Si ça n'a pas de sens, dites-le.
depuis les 11 h vendredi à Oslo. Le prix Nobel de la paix est attribué à une organisation qui soigne dans l'urgence, sans discrimination et en toute indépendance. Médecins sans frontières. Au siège de MSF, la joie est à la hauteur de la surprise. Si nous ne sommes pas sûrs que la parole sauve, nous savons et nous sommes certains que le silence tue. Dans la foule des officiels, les volontaires de MSF ont enfilé des t-shirts aux lettres rouges. Grozny. Ils dénoncent ainsi les bombardements de la capitale tchétchène par l'artillerie russe. The people of Chechnya, and particularly the people of Grozny, today and for more than 3 months, have endured indiscriminate bombing by the Russian army. For them, humanitarian assistance is virtually unknown. I appeal here today to His Excellency, the Ambassador of Russia, and through him to President Yeltsin, to stop the bombing of defenseless civilians in Chechnya. If conflicts and wars are an affair of the state, violations of humanitarian law, war crimes, and crimes against humanity apply to us all. Médecins sans frontières va se retirer d'Afghanistan, une décision sans appel qui fait suite à l'assassinat de 5 de ses employés le 2 juin dernier. Après 24 ans d'aide indépendante au peuple afghan, les 1400 employés de l'organisation humanitaire vont devoir cesser leurs activités. Présents dans 13 provinces du pays, ils apportent les soins nécessaires aux Afghans meurtris par des décennies de guerre. Mais ce départ est aussi un geste politique. MSF proteste contre la cooptation de l'assistance humanitaire par les forces de la coalition, toujours très présentes dans le pays. Autant de raisons qui poussent l'ONG à partir. Une organisation humanitaire comme nous n'arrive plus à trouver sa place parce que la résistance irakienne ou la résistance afghane à l'occupation assimile tous les organismes d'aide internationaux à l'occupant. Et donc appelle à l'assassinat des travailleurs humanitaires aussi bien en Afghanistan qu'en Irak. L'indépendance financière, c'est aussi savoir dire stop quand les dons ne sont plus nécessaires. C'est le cas fin 2004. Un élan de générosité sans précédent suit le tsunami qui a ravagé une partie des côtes de l'Asie du Sud-Est. MSF, après des évaluations sur place, affirme ne pas avoir besoin des 111 millions d'euros promis par des donateurs du monde entier. Une déclaration à contre-courant est dénoncée par les autres ONG. MSF ne dépensera effectivement que 24,5 millions d'euros en Indonésie et au Sri Lanka. Le reste sera réaffecté sur d'autres opérations. Écoutez, ce que nous avons pris comme risque, c'est celui de la vérité. Je ne vois pas comment on pouvait l'éluder. Nous avions assez de dons pour prendre l'ensemble des tâches qui nous incombaient sur le terrain. Vous savez, nous avons quand même 160 expatriés, médecins, logisticiens, chirurgiens, infirmiers, etc., sur le terrain. Nous avons envoyé déjà 150 tonnes de matériel. Nous avons 2 hélicoptères qui tournent. Nous avons une très grosse opération qui est en route. Elle est déjà largement financée. Nous ne savons même pas comment nous allons dépenser tout l'argent qui nous a été donné. Donc l'alternative, elle était entre dire tout va bien, continuer à donner, nous allons absorber tout cela, c'est-à-dire mentir,
mentir, je prononce le mot, ou bien au contraire dire à nos donateurs la vérité, à savoir que pour l'Asie du Sud, je dis bien pour l'Asie du Sud, nous avions assez d'argent. Nous avons effectivement lancé une pétition internationale où nous demandons aux gens de venir signer pour nous aider à demander à Novartis d'arrêter ses actions. À cause de l'action que Novartis a intentée vis-à-vis de la loi indienne, il y a le risque que la production de génériques des nouveaux médicaments dans le futur soit vraiment mise en péril. Or, nous avons besoin de ces médicaments pour soigner nos patients. Nous avons envoyé un total de 13 avions sur Haïti. 5 ont pu se poser à Port-au-Prince et 8 ont été reroutés en direction de la République dominicaine. On demande que priorité soit donnée aux avions qui transportent des équipes et du matériel médical pour venir en aide aux blessés. Ces images ont fait la une des médias européens. Les réfugiés de Lampedusa stigmatisés, la peur de l'invasion massive. Ici, au centre d'accueil de Médecins sans frontières, vous ne les verrez pas. La peur d'être repéré par la police, la peur d'être expulsé. Buonasera, un'altra tragedia nel canale, 3 corpi recuperati, 12